Et donc, il revient à Julie Carpentier de challenger l'hypoglycémie préprandiale collective. Mais son propos sur le devenir des mineurs auteurs de violences à caractère sexuel devrait être efficace. Bonjour à tous, je suis consciente de l'heure. Donc, si jamais vous voulez vous lever pour vous dégourdir un peu pendant ma présentation, je n'en serai nullement offensée. Je le dis sincèrement, là, je comprends, l'heure avance, on a faim, on est fatigué. Excusez mon accent, je suis du Québec, vous vous en doutez. Donc, on m'a posé une grande question. La question, en fait, c'est que sait-on sur le devenir des mineurs auteurs de violences à caractère sexuel? Une question qui se décline en 3 sous-questions. Donc, que sait-on sur la réitération des comportements violents et que sait-on sur les effets de la prise en charge et le processus de désistance? Donc, je vais tenter en moins de 10 minutes de répondre partiellement à ces grandes questions qui auraient pu faire l'objet de 3 présentations différentes, évidemment. Qu'est-ce qu'on sait sur la réitération des comportements violents et la désistance des mineurs auteurs de violences à caractère sexuel? En fait, 6 grands constats que je ne développerai pas, mais vous pourrez me poser des questions de précision si vous le souhaitez. Premièrement, que ces jeunes-là présentent des taux de récidive sexuelle officiels de moins de 10 % sur 5 ans. Donc, la méta-analyse la plus récente qui a été menée sur le sujet par mon collègue Patrick Lucier présente là, des taux de récidive sexuelle de 8 % sur 5 ans. Et il y a d'autres recensions non systématiques qui ont montré des taux même plus faibles que le 8 %. En fait, ce qu'on voit, c'est que les taux de récidive sexuelle ont diminué là, au cours des dernières années. Je répète, ce sont des données officielles, judiciaires de la criminalité seulement. On pourra y revenir. On sait aussi que le risque de récidive sexuelle diminue avec l'âge et avec le temps passé sans récidive. Donc, les études ont montré que lorsqu'il y a récidive sexuelle, elle survient relativement rapidement suite au premier passage à l'acte ou à la première prise en charge. Ça, c'est lorsqu'il y a récidive sexuelle. Donc, dans les 2 premières années, c'est la période qui serait le plus cruciale chez ces adolescents-là. Et par la suite, plus le temps passe sans récidive et plus le risque diminue pour même devenir inférieur au risque de récidive sexuelle présenté par des adolescents délinquants généraux. Donc, il y a quelques études sérieuses qui appuient ces éléments-là. On sait aussi que la grande majorité des mineurs auteurs de violences sexuelles ne devient pas adultes auteurs de violences sexuelles. Donc, on a, oui, des études rétrospectives qui nous le montrent, mais aussi des études menées sur des cohortes longitudinales, donc des études prospectives qui montrent que le phénomène de la délinquance à l'adolescence et celui de la délinquance à l'âge adulte, ce sont 2 phénomènes distincts pour la grande majorité. Encore là, évidemment, ce sont des données groupales et évidemment, comme clinicien, je suis moi-même clinicienne, évidemment, ce n'est pas toujours ce qu'on voit dans la pratique. Je vais revenir là-dessus dans quelques secondes. 4e constat, les mineurs auteurs de violences sexuelles sont plus susceptibles de récidiver pour des infractions non sexuelles. Encore ici, ce sont des données officielles de la criminalité. Les types de crimes qui seraient le plus fréquents en termes de récidive, ce sont des crimes contre les biens. Donc, on a des taux relativement importants de crimes contre les biens et dans une proportion moindre, dépendamment des échantillons, quand même de la récidive contre la personne, mais qui n'est pas sexuelle. Dans une étude qu'on a menée à l'Institut Pinel auprès d'adolescents, d'une bonne quantité d'adolescents, on a étudié la récidive à long terme de ces adolescents-là jusqu'à l'âge de 37 ans en moyenne. Et les taux de récidive violente, non sexuelle, sont inquiétants. Donc, on a probablement un biais d'échantillonnage à l'Institut Pinel. Ce sont des jeunes probablement qui sont un peu plus, je dirais, excusez l'expression, là, poqués que d'autres jeunes qu'on voit dans d'autres services, mais on avait là un taux de récidive sexuelle, pas sexuelle, un taux de récidive violente, non sexuelle de 41 % à l'âge adulte.
mais on les a suivis jusqu'à l'âge de 37 ans en moyenne, je vous le rappelle. Mais quand même, c'est des taux qui nous questionnent. On sait que ces mineurs-là ont des trajectoires de délinquance et de désistance qui sont diverses, qui sont comparables à celles des autres adolescents judiciarisés pour des délits non sexuels, et qu'une petite minorité persistante va présenter un profil plus sévère, qui va récidiver sur le plan de la sexualité et qui nécessite une prise en charge plus intensive que les autres sur ce plan-là. Rapidement, les études existantes, surtout les méta-analyses, s'appuient sur des données qui sont recueillies il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Les caractéristiques de ces vieux échantillons-là ne reflètent pas toujours les profils des jeunes d'aujourd'hui, ne reflètent pas non plus les transformations sociales, les transformations juridiques, politiques, dont on a parlé aujourd'hui et encore plus, donc qui sont survenues au cours des dernières années. Donc, les réponses sociales, les réponses judiciaires aux violences sexuelles ont évolué dans le temps et varient selon les contextes, mais malheureusement, on ne le sait pas si ça a probablement une répercussion sur les chiffres officiels de la criminalité, mais on n'a pas beaucoup de chiffres récents pour l'appuyer. Donc, on se demande si les résultats de recherche antérieures sont toujours valables. On se demande aussi si ces jeunes-là ont les mêmes parcours. Que sait-on sur la prise en charge thérapeutique de ces jeunes-là? Ceux qui ont complété un traitement spécialisé lié à leur violence à caractère sexuel présentent des taux de récidive significativement, je vais le dire, plus faibles que ceux qui ont bénéficié d'aucun traitement. Certaines études parlent d'une diminution des taux de récidive sexuelle, mais d'autres études n'ont pas démontré d'effet spécifique sur la récidive sexuelle, mais de façon plus large sur la récidive pour des délits à caractère violent ou même généraux. Et il y a certains types de traitements là, qui sont reconnus plus efficaces que d'autres dans la littérature, évidemment, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Je veux prendre les 2 minutes qui restent pour parler des effets iatrogènes de la réponse judiciaire. Étant donné les taux de récidive sexuelle relativement faibles, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que la réponse pénale actuelle demeure souvent palliative, restrictive et disproportionnée par rapport à ce qu'on sait, par rapport aux données officielles de la criminalité. Souvent, ces jeunes-là sont perçus comme à risque élevé de récidive sexuelle. On les traite différemment dans le système judiciaire. On les traite différemment aussi dans les services. Parfois même, ils sont exclus des services parce que les intervenants ne sont pas toujours à l'aise d'intervenir auprès d'eux. Et donc, ça crée des préjudices. Ça peut créer des préjudices sur ces jeunes-là qu'il faut considérer. Voilà. Je l'ai dit. Une prise en charge idéale doit viser des objectifs qui dépassent la prévention de la récidive. Donc, on en a parlé, ça fait écho à plein de choses qu'on a vues hier et aujourd'hui. Responsabiliser le jeune par rapport à ses comportements, offrir un espace sécuritaire pour qu'il puisse parler de sa sexualité, mais aussi de sa souffrance, de la honte, de la violence qu'il a subie ou de ses expériences traumatiques. L'aider à donner un sens aux gestes sans minimiser et sans diaboliser, ce qui n'est pas toujours évident, soutenir les parents et l'adolescent dans la traversée suscitée par le dévoilement des violences à caractère sexuel, encadrer les démarches de réunification et de réintégration lorsqu'elles sont souhaitables seulement, travailler en collaboration avec les différents milieux de vie et assurer, là, dans le fond, des opportunités prosociales à ces jeunes-là. Donc, on est sur la ligne mince entre la protection du public, mais aussi favoriser un développement sain et adapté à leur âge. Terminé? Je peux conclure une phrase? Parfait. J'avais beaucoup de choses à vous dire, évidemment, comme tout le monde. Beaucoup reste à faire pour mieux comprendre, en fait, beaucoup reste à faire pour mieux comprendre comment ces jeunes se reconstruisent ou peinent à le faire lorsqu'ils réussissent à sortir du système pénal. Certains y restent, malheureusement. Il est essentiel de développer des stratégies de prise en charge pour soutenir leur développement psychosocial et leur intégration et limiter les effets possibles iatrogènes des mesures pénales ou de protection qui, à la base, sont là pour les bonnes raisons, mais qui, parfois, peuvent entraîner certains préjudices. Merci beaucoup. Alors,
La Commission. Merci. Donc on voulait déjà vous demander, parce que dans votre rapport, vous parlez notamment de la place des parents vis-à-vis de la justice. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment proposer une réponse pénale plus efficiente, du coup, notamment en lien avec les parents? En fait, je pense qu'on en a beaucoup parlé, mais l'intervention familiale et même au-delà de la famille, là, donc multisystémique ou écosystémique, en fait, c'est considéré comme une bonne pratique là, selon les dernières études. Puis c'est pas pour rien, l'adolescent évolue dans un milieu familial, il est perméable aux influences de sa famille, pas seulement de ses pairs, et donc il faut impliquer les parents dès l'évaluation de ces jeunes-là, parce que si on tarde à les impliquer, évidemment, ça va être encore plus difficile. Je pense qu'il y a plusieurs présentations qui ont montré à quel point il y a une cohérence entre certains modes relationnels ou certains mécanismes de la part des parents et ceux des enfants issus de ces familles-là. Et donc, il faut pas traiter tout le monde en même temps. C'est pas ce que je veux dire, parce que les parents, on n'est pas dans le traitement, on est dans l'accompagnement. Mais il ne faut pas non plus minimiser ce que le dévoilement d'une situation de violence à caractère sexuel dans une famille commise par un adolescent, il ne faut pas minimiser ce que ça peut faire vivre à des parents, même des parents qui n'ont pas nécessairement vécu de trauma sexuel. Et quelle différence vous faites, vous, entre des adolescents auteurs de violences sexuelles et des adultes auteurs de violences sexuelles? Toute une différence. Toute une différence. En fait, on sait là, d'un point de vue neurodéveloppemental que les adolescents sont en plein changement, en pleine période de développement identitaire. Il faut absolument tenir compte, en fait, de leur stade développemental, puis considérer le fait qu'ils sont beaucoup plus malléables au changement que les adultes en général. Là. Donc, on parle jusqu'à l'âge d'à peu près 25 ans. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissaient encore mieux que moi là, les aspects développementaux liés à la maturation du cerveau, notamment, puis certaines zones qui sont impliquées là, dans tout ce qui est régulation émotionnelle, le contrôle des pulsions, puis la gestion de tout ça. Donc, pour moi, un adolescent, c'est pas un adulte auteur d'agression sexuelle en devenir, pas du tout. Okay. Dernier élément de précision, dans l'accompagnement, vous parlez quand même de dispositifs donc, qui sont quand même en lien avec un milieu très communautaire, qui est très développé au Québec, ce qui est beaucoup moins le cas en France. Quels pourraient être les leviers chez nous en France, alors qu'on n'a pas cette dimension très communautaire? C'est une excellente question. Je ne connais pas parfaitement votre système. J'en ai appris beaucoup au cours des 2 derniers jours. Je dirais que les adolescents au Québec ne sont pas tous pris en charge par des milieux communautaires en termes de traitement. Il y a aussi des institutions comme l'Institut Pinel qui offrent des services à ces jeunes-là. Et ces jeunes-là, sont sous mandat de la protection de la jeunesse, donc, et aussi parfois sous mandat de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, donc comme vous. Et donc, ce sont des gens du réseau, des institutions qui gravitent autour des adolescents et de leurs parents et qui leur offrent des services. Donc, ce n'est pas si différent là, en termes de système, mais peut-être la différence, en fait, c'est que oui, on a un réseau de traitement spécialisé communautaire qui complète l'offre de services, en fait, pour ces adolescents-là et leur offre, en fait, des services qui ressemblent à ce que les institutions offrent, mais qui sont plus régionaux, alors que les institutions offrent des services provinciaux. Merci. Alors, une première question. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. Je suis Marie Hernandez, je suis psychologue clinicienne et j'ai plusieurs patients qui ont été des patients majeurs qui ont été auteurs quand ils étaient mineurs, qui, notamment je pense à 2 d'entre eux, pendant le Covid, ils ont commencé à avoir des flashbacks de ces agressions quand ils étaient mineurs. Et c'est des personnes qui ont évolué avec une santé mentale très dégradée, notamment anxio-dépressive, avec beaucoup d'addictions qui régulent tout ça.
Et donc, ma question, c'est, justement, ça rejoint en plus la question précédente, de l'intervention précédente sur les TSPT des agresseurs, qui pour moi est essentiel à traiter. Hein. Est-ce que vous avez des constats de la littérature? Est-ce que vous avez des recommandations? Est-ce que aussi vous pouvez nous dire quelques mots de ce que vous savez? Comment évoluent ces auteurs qui ne récidivent pas, qui ne deviennent pas auteurs adultes, mais qui sont quand même détruits par ces actes qu'ils ont posés et voilà, et comment peut-être traiter cette culpabilité tellement massive? Merci. Oui, bien, c'est une grande question. Ce que je peux d'abord répondre, et puis peut-être ça va faire écho à une autre question qui m'a été posée tantôt, c'est qu'il y a une très faible minorité d'adolescents qui présentent une déviance sexuelle à l'adolescence. Puis les études rétrospectives menées auprès d'adultes qui ont montré qu'un grand nombre d'entre eux ont commencé à abuser à l'adolescence, ces études-là ont des biais importants d'un point de vue de l'échantillon. C'est-à-dire qu'elles sont menées auprès d'adultes en population clinique qui souvent ont des diagnostics préférentiels envers les enfants, des intérêts très fixés là, depuis un certain temps là, envers les enfants. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a une discordance importante entre certaines données qu'on voit. Là. Des fois, c'est difficile de s'y retrouver. Maintenant, pour les adultes en fait, pour les mineurs devenus adultes qui n'ont pas récidivé, mais qui sont souffrants, évidemment, ces personnes-là nécessitent absolument de l'aide, des soins. Malheureusement, souvent, s'ils ont été étiquetés à un moment de leur vie comme étant des délinquants sexuels, ils vont avoir de la difficulté à recevoir des soins les services de droit commun, par exemple, là, des soins nous, on appelle de première ligne au Québec, parce que parfois, justement, l'étiquette fait peur, mais ces personnes-là doivent pouvoir recevoir des services. En fait, ce qu'on sait, c'est que plus les symptômes traumatiques perdurent, puis plus ils vont se chronifier, plus ça va être difficile aussi là, d'aller vers un rétablissement. Donc, c'est important là, d'intervenir. En fait, le message ici, ce n'est pas parce que les taux de récidive sont en deçà de 10 %, il ne faut pas intervenir. Il faut toujours intervenir. Un geste de violence à caractère sexuel, ça traduit une souffrance, des difficultés qu'il faut absolument adresser en traitement. Maintenant, quel type de traitement? Bien, c'est sûr que si le jeune présente des symptômes traumatiques, évidemment, ces symptômes-là doivent être abordés en parallèle ou avant ou après d'autres éléments, d'autres variables, d'autres éléments qui vont être travaillés, là, dépendamment du cas. Fait que je ne sais pas si je réponds à la question, mais pour moi, un adulte qui présente ces symptômes-là alors qu'il a abusé, agressé sexuellement à l'adolescence, ça marque c'est un échec là, pour nous. Là. Ça veut dire qu'il n'a pas été pris en charge, ce jeune-là, puis que ses difficultés perdurent dans le temps. Merci. Alors, une dernière question et une réponse en 1 minute. Bérangère Dupont de la Maison des droits des enfants et des jeunes. Je voulais savoir si vous aviez connaissance d'initiatives dans lesquelles les jeunes pouvaient, même à l'âge adulte, être impliqués dans des actions de prévention, notamment pour sortir de la culpabilité et pouvoir avoir une sortie positive de cette expérience et donc de pouvoir participer avec leur témoignage à des actions de prévention. Pas à ma connaissance. Ce que je peux dire, par contre, pour avoir rencontré beaucoup d'adolescents, c'est qu'après un certain temps, ils ne souhaitent plus nécessairement en parler. Ils vont mettre ça de côté, ils vont vouloir passer à autre chose. Donc, c'est encore plus dur, je pense, là, d'intervenir. Plus on attend, en fait, plus c'est dur d'intervenir, puis plus c'est dur là, d'avoir accès à l'adolescent, à ses souffrances, puis à ce qui sous-tend les violences à caractère sexuel, de ce qui a mené au passage à l'acte. Donc, le mot d'ordre, c'est plutôt la célérité de l'intervention, plutôt que de dire bien, comment on peut rattraper ces jeunes-là par la suite. C'est intervenons le plus rapidement possible, pas nécessairement juste avec des mesures de contrôle, mais avec des mesures d'aide, de soutien à l'adolescent et à sa famille pour s'assurer que le plus rapidement possible, il puisse reprendre un développement sain et adapté à son âge. Merci beaucoup. Alors,